Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Manque d'essence et envolée des prix à la pompe. Et si vous passiez à l'électrique, dans la Somme, une entreprise convertit ses vieux bus pour fonctionner à l'hydrogène. Présentation à suivre de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, dans un instant. Chômage partiel et plan de sobriété, les entreprises s'adaptent pour réduire leurs coûts de fonctionnement. Exemple avec Vosges Télévisions et Canal 32 dans les coulisses de deux entreprises poussées à la modération à l'heure de l'hiver. Un saut à l'élastique à 91 ans, c'est le défi relevé par Yvette dans la Sarthe. Un saut pour la bonne cause dans le cadre de l'opération Octobre Rose et le dépistage du cancer du sein, sujet de LM TV Sarthe dans ce journal. Et puis enfin, nous vous emmènerons sur le chemin de Halage dans cette édition, un sentier au cœur d'une falaise dans le Lot et des images époustouflantes de nos partenaires de la Dépêche du Midi. Pénurie et prix élevés à la pompe, les galères s'accumulent pour les automobilistes français. La patience de chacun est mise à rude épreuve, excepté celle des propriétaires de véhicules électriques. Une situation qui pousse à la réflexion de nombreux conducteurs. À ce propos, connaissez-vous le concept du rétrofit ? La conversion d'un véhicule thermique en véhicule électrique. Alors si la tendance se développe déjà pour les voitures, les transports en commun s'y mettent eux aussi. Dans la Somme, le premier bus rétrofité au monde vient de prendre la route. De l'hydrogène à la place du diesel, c'est un sujet de Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. C'est à s'y méprendre un car tout à fait conventionnel. À ceci près qu'à l'arrière... À cet emplacement, on retrouvait le moteur thermique avec la boîte et la transmission qui ramènent sur le pont. Tous ces éléments et les accessoires qui étaient alimentés par le moteur et qui servaient au bon fonctionnement ont été enlevés pour venir intégrer toute une solution électrique zéro émission. Une solution plus verte, basée sur l'hydrogène et la production d'électricité. Voilà ce qui fait de ce car un véhicule rétrofité, c'est-à-dire transformé de A à Z. Désormais, fini les émissions de particules fines et le bruit du moteur. Ça reste un véhicule silencieux, propre, vous voyez, je dirais même peut-être rassurant, parce que je suis tombé souvent en panne avec des véhicules thermiques. Il a fallu à cette PME picarde 4 années de travail et plus d'1 million d'euros pour concevoir le véhicule et en obtenir tous les brevets. L'alternative aux énergies fossiles fait déjà son chemin et séduit plusieurs villes de France et au-delà. Je pense que c'est l'avenir. Nous avons des projets, des nouvelles installations qu'on va construire ici dans Gest-en-Santerre. Donc nous pensons sortir 10 véhicules rétrofités par mois. Dans quelques semaines, ce car rétrofité, première mondiale, commandé par la région Normandie, sillonnera les routes entre Rouen et Évreux, laissant sur le bas-côté ses homologues d'un autre temps. Voilà, qu'ils soient thermiques ou électriques, les cars comme les bus ont besoin d'un chauffeur pour être conduits. Une évidence alors que de nombreux postes sont à pourvoir un peu partout en France. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, il manquerait entre 400 et 500 chauffeurs pour satisfaire les besoins de transport dans la région. Pour pallier ce problème, Pôle emploi et la région Aquitaine ont lancé une opération séduction auprès de demandeurs d'emploi. Reportage d'Alix Fourcade pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Depuis 6 mois, Christelle est en recherche d'emploi. J'ai vu les annonces sur le journal, tout ça, comme quoi ils cherchaient beaucoup de chauffeurs de bus, tout ça. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Comme elle, ils sont une trentaine à avoir participé ce lundi à la journée de test organisée par la région Nouvelle-Aquitaine et Pôle emploi pour devenir chauffeur de bus. Avec chacun des motivations différentes. Je vais bientôt à la retraite et c'est un métier qui va pouvoir compenser pour ma retraite. C'est un truc qui me plaît en plus. Cette journée est le fruit d'un gros travail d'enquête en amont pour Pôle emploi qui a tâché d'identifier les raisons du manque d'attractivité de cette profession. On a décidé de renverser un petit peu le jeu en ciblant spécifiquement des publics auxquels le métier pouvait correspondre à travers des avantages, en transformant ce que certains pourraient considérer comme inconvénient en avantage, par exemple le temps partiel, les pauses. À l'issue de ce test, 10 demandeurs d'emploi se verront offrir une formation pour devenir chauffeur de bus. Une formation entièrement financée par la région qui a constaté une forte décrue du nombre de chauffeurs depuis le Covid. Tout a été arrêté pendant un long moment, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient finalement dans ces métiers-là qu'on en trouvait d'autres. On a
a à peu près 4000 chauffeurs en Nouvelle-Aquitaine qui assurent les transports scolaires notamment. Il en faudrait 400 à 500 de plus pour qu'on soit véritablement dans une situation normale. Le salaire d'un chauffeur de bus oscille entre 1400 et 1600 € net. Des problèmes de recrutement qui résonnent avec une situation économique difficile du fait de la hausse spectaculaire des coûts de l'énergie. Particuliers et entreprises, les factures s'envolent. Exemple, dans les Vosges, où l'entreprise Tissage de France a dû mettre une partie de ses salariés au chômage partiel pour réduire ses charges. Une mesure frustrante quand le carnet de commandes est bien rempli. Anthony Sapp et Anne Didier pour Vosges Télévisions. Une entreprise rachetée en 2018 avec des actionnaires solides, la marque de vêtements et chaussures fabriquée en France 1083, le groupe Lemoine, leader européen dans la fabrication de produits d'hygiène en coton ou encore le fonds d'investissement Terre et Fils. Nous sommes chez Tissage de France à Rupt-sur-Moselle qui a récemment embauché et formé une vingtaine de personnes pour son atelier de confection qui a débuté fin 2021. Les clients sont là, les carnets de commandes sont pleins, bref, tout irait pour le mieux s'il n'y avait pas cette fameuse crise énergétique mondiale. Alors pour alléger ses factures de gaz et d'électricité, la direction a décidé de réduire provisoirement son activité. On est dans une activité sur le tissage très énergivore, un petit peu moins sur la confection, mais par contre sur le tissage c'est vraiment un souci. Pour faire face à tout ça, effectivement il fallait réagir, donc on a eu une période d'activité partielle qui a duré 1 mois, mais maintenant il va falloir rattraper le retard et puis satisfaire toutes les commandes de nos clients puisque notre carnet de commandes est complètement plein. Après cela, il faudra redéfinir les prix des produits en fonction de l'évolution du coût de l'énergie, sachant que si la facture ici a doublé entre 2021 et 2022, elle pourrait être encore multiplié par 5 ou 6 en 2023, d'où l'idée d'anticiper et sur une courte période d'arrêter des machines 2 jours par semaine. Frustrant tout de même pour une entreprise qui venait de lancer son atelier confection avec un investissement de 700 000 € dans l'outil de production et une stratégie à long terme. En attendant, Tissage de France investit encore, on parle de 6 à 700 000 € pour 8 nouveaux métiers à tisser, plus modernes et moins énergivores. Ils sont attendus en 2023. L'idée est de parvenir au moins à stabiliser le chiffre d'affaires annuel de 4,5 millions d'euros. Voilà, et dans ce contexte, le gouvernement invite toutes les entreprises à réduire leur consommation énergétique. Nombre d'entre elles ont déjà adopté ou sont en passe de le faire un plan de sobriété. Baisse du chauffage dans les locaux, extinction des lumières ou des outils informatiques. Les solutions sont nombreuses et souvent efficaces dans le temps, vous allez le voir. La preuve dans l'Aube, sur l'un des sites de l'entreprise Bonduelle, images et réactions récoltées par la rédaction de Canal 32 sur place. Ne serait-ce que d'enlever les couvercles et de réduire l'épaisseur des plastiques. On a réduit de presque 450 tonnes l'an dernier les plastiques. À titre d'exemple, depuis 2015, on a divisé par 2 la consommation en eau sur le site et on cherche aujourd'hui énormément de pistes pour réduire les consommations en électricité. On va vraisemblablement passer d'une semaine de 5 jours à 4 jours, l'activité aidant, parce que l'activité est plus faible dans cette période, et avoir tout ce qui est lumière, énergie coupée sur les machines. Réduire sa consommation énergétique, c'est aussi s'engager dans la préservation de l'environnement, à l'instar du développement des énergies propres. Parmi elles, l'éolienne est incontestablement la plus connue, mais aussi la plus débattue en France. Si son aspect extérieur est souvent critiqué pour enlaidir les paysages, son intérieur, lui, nous est encore secret. Alors que se cache-t-il dans une éolienne? Les révélations et explications de la chaîne TVR, près de Rennes, ce reportage. À la question à quoi ressemble l'intérieur d'une éolienne, voici la découverte de l'une d'elles sur le parc éolien de Theillet, au sud-est du département. La visite commence par le passage dans un monte-charge, puis la prise d'une échelle exiguë, avant de se retrouver à 100 mètres de hauteur, dans ce qu'on appelle la nacelle, la partie rectangulaire au-dessus du mât, à la base des pales. C'est ce qu'on appelle le moyeu ou le hub, donc il y a les 3 pales. Derrière moi, il y a la multiplicatrice qui permet de multiplier l'énergie, donc ça peut créer un rapport de 100. On arrive à 1200 tours minute, la génératrice, et derrière vous, le convertisseur. Donc qui derrière, l'énergie 690 volts qui est multipliée après avec le transformateur en 20 000 qui est réinjecté sur le réseau.
Cette éolienne à 3 millions d'euros appartient à la société bordelaise Valorem, qui entend bien en implanter beaucoup d'autres dans le département. Elle devrait bénéficier des dernières annonces gouvernementales en faveur de ce secteur. Un projet comme celui qu'on a juste derrière nous, il a mis 17 ans à se construire, ce qui est beaucoup trop long. Nous, on pense que ces projets-là, on peut, en prenant le temps de concerter avec la population, en prenant le temps de faire toutes les études environnementales nécessaires, on pense que c'est des projets qui peuvent sortir de terre en 4 ans. Valorem possède déjà les 4 éoliennes du site de Teillet, installées en 2019. Elle travaille à ériger la prochaine pour 2025. Une des grandes villes de France face aux enjeux du changement climatique, voilà la thématique du magazine Le Point dans sa dernière édition spéciale consacrée à la ville de Nice. L'hebdomadaire revient notamment sur les menaces auxquelles est exposée la commune entre hausse du niveau de la mer, incendie et tremblement de terre. Pour y faire face, Christian Estrosi, le maire de Nice, réclame un choc de décentralisation. Son interview et celle de Nathalie Ilmy, l'une des expertes du GIEC, sont à retrouver dans l'édition locale du Point cette semaine. Après 2 ans à l'arrêt, les forains ont repris de l'activité depuis quelques mois. Exemple emblématique de ce retour à la normale, la ville de l'Île-Rousse a enfin retrouvé sa foire, la plus ancienne de Corse avec ses 193 éditions au compteur. Parmi les nombreux artisans et exposants, enfants et parents ont pu eux aussi retrouver le goût si particulier de la fête foraine. Alors comment l'ensemble de la filière a-t-il survécu pendant la crise? Et surtout, comment se passe ce retour aux affaires? Élément de réponse au micro de Loïc Leprince et de Cyprien Rebatté pour Via Télé Paésé en Corse. Grand 8, auto-tamponneuse ou encore machine à pince. Tant d'attractions qui avaient disparu de notre quotidien pendant la crise du Covid. Depuis mai, forains et foraines ont pu reprendre du métier. Mais pour ces professionnels, difficile d'oublier cette période compliquée. Parce qu'il y avait quand même les assurances à payer, parce qu'ils n'étaient pas d'accord qu'on soit arrêté de suspendre les assurances. Bon, ce qu'on n'a pas trouvé sympa de leur part. On ne cache pas qu'on a eu quelques petites dettes aussi. Mais là ça va, là, on est content depuis le mois de mai, là, tout le monde a bien travaillé. Sur 24 mois, on a travaillé à peu près 4 mois, donc on a eu assez dur, mais là on est bien reparti et on espère que ça va durer. On a gardé nos prix, on fidélise nos clients, depuis plus de 50 ans qu'on est là, donc on garde nos prix. Faut pas qu'ils en subissent les conséquences non plus. On est sur le continent, donc c'est pas la même clientèle. Ici, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de manèges comme ça. Vous n'avez pas de parc d'attractions, donc les jeunes ici ils se lâchent plus que sur le continent, on va dire. 2 années blanches pour les forains, mais aussi pour les enfants. Alors, à la sortie des cours, impossible pour les écoliers de ne pas passer à la foire de l'Île-Rousse. Je fais un manège avec mes amis. Oui, je m'amuse bien. Trop bien. Génial. C'est génial. Magnifique, franchement. J'aimerais bien voir tout ça. Une fois par an, si... C'est pas assez une fois par an? Ouais, c'est pas assez. Les sourires sont bien revenus sur les visages des forains et des enfants. Et si ces professionnels ont travaillé d'arrache-pied pour la foire de l'Île-Rousse, le repos ne sera que de courte durée. Dès la semaine prochaine, beaucoup repartiront installer leur manège au Salon du Chocolat à Bastia. Voilà, et les amateurs de sensations fortes salueront sûrement le courage d'Yvette. Yvette, c'est une femme de 91 ans qui a décidé de se lancer dans le vide. Un saut à l'élastique à 45 mètres de haut au profit de l'opération Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein. Cette dynamique nonagénaire n'a qu'un mot d'ordre, profiter jusqu'au bout et croquer la vie à pleines dents. Hélène Galliana a tenté de la suivre, cette sportive, pour la rédaction de LMTV Sarthe. Regardez. Un saut à l'élastique, ça se mérite. Et avant de foncer dans le vide, il faut monter les 45 mètres de hauteur qui la séparent du viaduc. Et ça ne fait même pas peur à Yvette. C'est le pas pressé qu'elle monte la centaine de marches. Au sommet, l'adrénaline l'attend. C'est moi l'artiste. Nous avons vu une dame arriver d'un certain âge et qui nous a demandé si elle pouvait sauter à l'élastique. On a été surpris au début, on lui a demandé son âge et elle, sans hésiter, elle nous a dit 91 ans. Donc on a réfléchi avec elle, elle nous a bien expliqué que c'était une femme sportive et puis on a pris le challenge de la faire sauter à l'élastique. Et donc ça fait son 4e saut, là aujourd'hui, elle est venue s'entraîner pour la Octobre Rose.
Une détermination qui force l'admiration. Je suis très étonnée, je trouve ça extraordinaire tout ce qu'elle fait. Elle m'épate, elle est extraordinaire. Ça va, j'avais un petit peu d'angoisse, mais ça va. Ça va être mon tour, ça va. Allez, c'est parti. Oui. C'est le rêve. On ne pense à rien. Voler, je voudrais être un oiseau, comme dans la chanson. Je suis un oiseau. Rendez-vous au saut en parachute ? Oui. C'est le prochain objectif ? Oui. Quand ? Je sais pas. Peut-être cette année. Je voudrais cette année. Enfin, on vous partage le secret qu'elle nous a confié pour se maintenir en forme. Yvette marche chaque jour, environ 10 km. Du courage et de la bravoure encore dans ce journal avec l'hommage rendu à Limoges au dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, Robert Hébras, qui a survécu à l'une des pires tragédies de la Seconde Guerre mondiale. Ce passeur de mémoire a reçu la médaille de la ville et a inauguré la plaque d'un futur centre de loisirs qui portera son nom. Un lieu intergénérationnel comme un symbole pour celui qui a perdu sa mère et ses sœurs durant le massacre nazi qui fit 643 victimes en juin 1944. Écoutez Robert Hébras et le maire de la ville d'Oradour-sur-Glane au micro d'Alain Druot de la rédaction de 7 à Limoges. Généralement, ça se fait après le décès de la personne. Je suis très heureux qu'on le fasse. Lorsque je peux y assister, être honoré par la ville de Limoges, c'est quand même quelque chose d'important. C'est important parce que ça a été un vrai passeur de mémoire et c'est quelqu'un qui a œuvré sans relâche pour la réconciliation, en particulier la réconciliation avec l'Allemagne. 40 ans, ça se fête en jaune et en bleu quand on s'appelle Ikea. La célèbre marque suédoise a célébré son anniversaire d'une drôle de manière dans l'un de ses magasins à Saint-Étienne. Un défilé était organisé au milieu des allées par un lycée local des métiers de la mode. Un événement surprenant et pédagogique pour ces futurs créateurs qui ont dû travailler avec les fameux sacs aux couleurs de l'enseigne, comme vous le voyez sur ces images de TL7, la télévision de la Loire. Réaction recueillie par Chantal Joissard, regardez. Au niveau de la créativité, on a laissé les élèves d'instinct faire des choses, donc démonter les sacs, récupérer des sangles, créer du volume. Ils ont été quand même assez brillants dans cet exercice-là, dans l'atelier créatif. On a eu très peu de temps entre le moment où on nous a dit pour le défilé et puis le moment où il a fallu le faire. Et il a fallu beaucoup réfléchir, trouver des solutions. Il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas faire juste avec du plastique parce que ça n'a pas la même tenue qu'un tissu. C'est vraiment parti en fait d'une petite aventure au départ et de voir aujourd'hui ces 40 tenues, c'est plus qu'incroyable. Voilà, incroyable et atypique de la part de ces lycéens. En tout cas, bravo à eux. Tout à fait autre chose, huîtres, moules, palourdes ou encore coquilles Saint-Jacques. Les Français, c'est bien connu, raffolent des coquillages. Et parmi les régions les plus consommatrices, on retrouve bien sûr la Bretagne. C'est à Vannes, justement, que se tenait il y a quelques jours le salon de la filière de la conchiliculture. 140 professionnels se sont donné rendez-vous pour présenter les innovations du secteur très impacté par les phénomènes climatiques. Le point avec Laurence Leray de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Le mollusque comestible connaît toujours autant de succès avec une forte activité en matière de consommation l'été dernier. Seul bémol, la sécheresse qui n'a pas épargné la production de coquillages. Depuis le début de l'année, on n'a quasiment pas eu de pluviométrie, ce qui fait qu'on n'a pas d'apport de sels minéraux en mer. Et donc la photosynthèse avec le soleil se fait moins bien, ce qui fait qu'elle grossisse moins. Et ça s'est vraiment vu sur les moules cette année. Si la qualité de l'eau reste son cheval de bataille, la conchiliculture souhaite également relever le défi environnemental dans son ensemble et nombreuses sont les innovations technologiques comme celle-ci, ces poches ostréicoles en biomatériaux testées sur 1000 parcs en France. Il n'y a plus de plastique, tout est à base en fait végétale, mais on les travaille de manière à ce qu'elle ait la propriété d'un matériau traditionnel. Autre innovation, cette fois-ci en matière de recyclage, ce collecteur pour huîtres, fabriqué à l'origine avec 3 plastiques différents, sera désormais proposé en monomatière dès 2023. On se doit, en tant que revendeur, d'avoir quand même sur ces questions environnementales des choix pertinents à proposer à l'avenir au niveau de nos matières, et principalement ces matières plastiques qui sont quand même des matières très communément utilisées dans les métiers de la conchiliculture.
La filière s'engage pour la planète et veille à ce que l'on puisse continuer à déguster ces produits uniques et délicieux. Voilà, et des trésors gustatifs de la Bretagne, passons aux richesses aveyronaises sur une péniche. C'est le concept original d'Aveyron en Seine. Pour sa 3e édition, des chefs d'entreprise et des décideurs du département étaient invités à partager un repas gastronomique à bord d'une péniche au cours d'une mini-croisière sur la Seine. Une occasion idéale pour renforcer les liens économiques entre la capitale, Paris et l'Aveyron, mais aussi pour découvrir les produits locaux. Regardez ce reportage appétissant de Christophe Rigaud. Une péniche au pied de la Tour Eiffel pour mettre en valeur les produits d'un département. C'est le projet original d'Aveyron en Seine. Sur le bateau, 5 chefs vont préparer un repas gastronomique pour une soirée événement qui va rassembler les Aveyronnais de Paris et d'ailleurs. Et dans les assiettes, tous les produits sont aveyronnais. Il va y avoir un menu avec un gazpacho de cèpe avec de la focaccia à l'huile de noix, avec du bœuf séché. Donc ça sera l'entrée. Ensuite, on va passer sur du veau d'Aveyron et du ségala, un peu notre produit phare de l'Aveyron dont on est très très fiers. Et on va travailler les filets mignons qu'on a fait rôtir. Et ça sera servi avec une escalope de foie gras juste poêlée, fait par des Aveyronnais, passionnés de l'Aveyron, pour les Aveyronnais de Paris. À quai, des ateliers de dégustation mettent en avant des produits locaux, comme la table de Solange, qui regroupe en Aveyron des éleveurs bouchers depuis 7 générations. Frédéric, Thierry, mes associés, Thomas, le fiston qui nous file la main, et le petit dernier Hugo qui est à la cuisson qu'on peut voir derrière moi. Donc une histoire familiale, petite entreprise qui est dans le village, dans une zone rurale. Et en fait on fournit de la prestation en boucherie, mais aussi bien dans des produits locaux, charcuterie, fromage, comme vous pouvez voir sur la table. Mais Aveyron en Seine, c'est bien plus qu'une croisière gastronomique. Autour des tables, 400 décideurs et chefs d'entreprise. Une occasion de favoriser les liens historiques qui se sont créés entre la capitale et l'Aveyron. Beaucoup d'Aveyronnais ont créé de très très belles entreprises à Paris. Ils ont véhiculé de l'Aveyron à Paris les valeurs de l'Aveyron, qui sont la valeur travail, la valeur solidarité, la valeur authenticité. Et aujourd'hui, il y a autant d'Aveyronnais installés à Paris que d'Aveyronnais en Aveyron. Aveyron en Seine devient ainsi un rendez-vous important pour l'économie aveyronnaise. Dans ce genre de réunion où on se retrouve entre Aveyronnais, ils s'échangent beaucoup de cartes de visite, beaucoup d'idées. Et si ce soir-là, si aujourd'hui, ce soir, il ne se fera pas nécessairement des affaires, c'est le début d'un long cheminement qui peut se faire entre Aveyronnais restés au pays et des Aveyronnais qui sont sur Paris. On dit bien qu'il y a plus d'Aveyronnais à Paris qu'en Aveyron. Et bien sûr que c'est important de venir ici et après pour pouvoir développer le business et les vendre sur la capitale. Après 2 heures de croisière sur la Seine, les Aveyronnais ont déjà pris date pour la 4e édition et continuent ainsi à faire vivre cette belle histoire entre Paris et l'Aveyron. Ils sont davantage connus pour faire de belles images de nos territoires ou pour être exploités dans des missions de surveillance. Les drones sont aussi utilisés aujourd'hui dans l'épandage. Cette nouvelle méthode de dispersion pourrait être une solution d'avenir pour les vignerons notamment. Principal avantage, son usage simple dans des zones difficiles d'accès. Et si la réglementation est encore assez lourde pour ces engins télécommandés, la méthode pourrait vite se démocratiser, vous allez le voir. Précision de Sébastien Germain pour 8 Mont-Blanc. Benoît Pinger n'est ni vigneron ni viticulteur et pourtant on le retrouve ce matin-là en train de traiter des vignes du côté de Détrier en Savoie. Cet opérateur de drone installé à Juvigny en Haute-Savoie est en mission. Depuis quelques temps, il tente d'importer en France l'épandage par drone, une pratique très utilisée en Suisse. J'ai commencé en forêt, donc l'objectif c'était de développer l'application drone en forêt. Et je discutais avec mes collègues qui étaient dans la viticulture, en chambre d'agriculture, et ils m'ont dit qu'il y a un réel besoin d'apporter une solution dans les fortes pentes. Alors certes, même si la demande est très présente, l'utilisation de ce drone atypique n'est pas sans contrainte administrative, notamment une étude de risque air et sol. D'un poids minimum de 42 kg, l'appareil doit être immatriculé comme un avion, mais une fois ces difficultés contournées, son utilisation peut s'avérer très opportune. Le gros avantage du drone, c'est la pénibilité du travail. C'est-à-dire que là encore, c'est encore mécanisable en chenillard, mais il y a des zones qui sont totalement manuelles, où là, le drone a vraiment sa place. C'est-à-dire qu'au lieu de porter 30 kg et d'avoir le pulvérisateur sur le dos et d'être dans le nuage de produits, l'opérateur est totalement en dehors de ça. Adrien Berlioz, vigneron savoyard depuis maintenant 15 ans, est un des clients de Benoît Pinger. Et alors que la réglementation française interdit pour le moment l'épandage aérien de produits phytosanitaires, il en a même profité pour repenser son modèle.
Du coup, on a réfléchi autrement et on s'est dit on va utiliser que des produits naturels. Pourquoi pas de l'homéopathie, pourquoi pas des huiles essentielles, après tout type de produits comme les purins, les décoctions, etc. Et du coup, on s'est dit voilà, on va limiter vraiment tous les produits phytopharmaceutiques. En attendant de savoir si les drones de pulvérisation peuvent à terme devenir une solution pérenne, Benoît Pinger est un des 6 membres fondateurs de l'APADAT, une association qui œuvre à la structuration et à l'évolution de la législation. Voilà, et l'usage des drones, je vous le disais, se fait surtout aujourd'hui pour la production audiovisuelle. Regardez à ce propos ces très belles images fournies par nos partenaires de la Dépêche du Midi du chemin de Halage dans le Lot. Un sentier, comme vous le voyez, au cœur d'une falaise qui avait une fonction commerciale par le passé. Il fait aujourd'hui le bonheur des promeneurs et de nos yeux avec ces images très spectaculaires. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.